Et l'on poursuit avec notre invitée Agnès Levallois. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient. Vous êtes également chargée de cours à Sciences Po Paris. Une trêve de 6 semaines, mais pour faire quoi si elle aboutit ? Alors 6 semaines pour commencer à permettre la libération de certains otages qui sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, en échange de prisonniers palestiniens qui sont, eux, dans les prisons contrôlées par Israël, et surtout pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, puisque tous les rapports des organisations internationales, et de l'ONU en particulier, sont extrêmement alarmants sur la situation de Gaza et sur le pourcentage de la population qui est au bord de la famine, puisqu'on parle de 80% de la population de Gaza qui ne peut plus se nourrir correctement. Sachant que la population est de 2 200 000. Voilà, donc on est dans une situation vraiment humanitaire absolument catastrophique, et ce n'est pas les quelques largages d'aide humanitaire tels que menés par les Américains, les Français, les Jordaniens ces derniers jours qui vont permettre de répondre à ces énormes besoins. Alors justement, j'ai une question à ce propos. Les médiateurs dans ces négociations, il y a le Qatar, il y a les États-Unis et il y a l'Égypte. J'aimerais qu'on s'arrête quelque peu sur l'Égypte. Alors que ces négociations se tiennent au Caire, pourquoi l'Égypte n'ouvre-t-elle pas davantage justement le passage de Rafah, ce passage à sa frontière de 12 km entre la bande de Gaza et ce pays? Parce qu'en fait, il faut l'accord des Israéliens, c'est-à-dire que c'est l'Égypte qui contrôle. Elle contrôle l'entrée du territoire, la frontière avec l'Égypte, mais ensuite il y a cet espace qui est là, et là il faut l'accord d'Israël. Et donc si l'Égypte fait rentrer les camions alors que Israël n'a pas donné son accord, c'est-à-dire que on pourrait pousser la logique jusqu'au bout, c'est à ce moment-là, c'est à Israël à assumer finalement de refuser cette ouverture. Et comme l'Égypte est aussi dans une relation compliquée avec Israël, puisqu'elle n'a pas l'accord d'Israël, elle ne permet pas aux camions de rentrer. Donc on est dans cette logique où aussi l'Égypte, en fait, essaye de maintenir la nature de la relation qu'elle a avec Israël, en sachant que c'est Israël qui, en dernier recours, bloque l'entrée de ces camions. Et ça, c'est un point essentiel qui est en train de se négocier selon vous au Caire actuellement ? Mais surtout, il faut qu'il y ait plus de passages, parce qu'un seul passage ne permet pas de satisfaire les besoins élémentaires, puisque chaque camion est vérifié par l'armée israélienne. Et à Kerem Shalom, ce passage un petit peu plus au nord, semble-t-il, de Rafah. Qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien là encore, ce sont les Israéliens qui contrôlent tous les points d'entrée. Alors il en contrôle un en partie avec l'Égypte. Donc l'Égypte peut exercer des pressions sur Israël, mais en dernier recours, c'est Israël qui décide. Et surtout, c'est Israël qui va vérifier toutes les cargaisons qui rentrent dans la bande de Gaza. Donc vous avez aujourd'hui des centaines et des centaines de camions qui attendent. Lorsqu'ils finissent par rentrer, parce qu'Israël en laisse passer tous les jours quelques-uns, il y a encore des délais. Oui, ce qui est absolument. Il en faut 500 à 600 minimum. Ce qui était le cas avant le 7 octobre. Et donc, ils sont tous contrôlés par Israël. Donc, ça demande là encore des moyens humains pour contrôler avant qu'ils finissent par entrer dans la bande de Gaza. Des moyens humains, mais surtout une volonté politique. Mais évidemment, essentiellement la volonté politique. Aujourd'hui, est-ce qu'une trêve n'est pas dans l'intérêt de tout le monde, si ce n'est dans l'intérêt de Benjamin Netanyahou, qui lui a besoin d'une guerre pour sauver sa peau politique? Oui, on voit bien que tout le dilemme est là. Quand on voit les pressions aujourd'hui de la population israélienne sur ce gouvernement pour obtenir une trêve avec le Hamas pour négocier la libération des otages, et Netanyahou qui continue à camper sur une position extrêmement dure, parce qu'il sait que le jour où la trêve va rentrer en vigueur, eh bien toutes les questions qui se posent sur les responsabilités de 7 octobre vont ressortir, et en plus le procès auquel il fait face lui, pour des histoires antérieures au 7 octobre, et donc on voit un Netanyahou qui est vent debout, et d'autant plus qu'il sait qu'il doit sa majorité, le maintien de sa majorité, grâce aux éléments les plus extrêmes du spectre politique en Israël, l'extrême droite, qui elle ne veut pas entendre parler de la moindre trêve, parce que pour elle, il faut absolument anéantir tous les Palestiniens, enfin tous les Gazaouis. Donc effectivement, Netanyahou bloque le plus possible. Je crois néanmoins que la catastrophe de ce convoi humanitaire de jeudi dernier qui a fait basculer, et que les pressions américaines sont telles sur Israël que je pense que Netanyahou va être obligé de lâcher un peu de l'Est. Justement, un cessez-le-feu sous 24 ou 48 heures, c'est plausible selon vous ?
Oui, c'est plausible si tout le monde, enfin si l'Israël accepte et si le Hamas accepte aussi les conditions. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le respect de cela, mais il faut vraiment que la volonté soit très forte des deux côtés et que chaque partie ne prenne pas le moindre prétexte pour la remettre en question. De toute façon, ce sera un cessez-le-feu sur 6 semaines, ça a été dit, le temps du Ramadan également. Cessez-le-feu ne veut pas dire arrêt des combats définitifs. Oui, mais ce que je pense, c'est que ça sera extrêmement difficile pour Israël de reprendre les combats. On avait déjà dit ça au précédent cessez-le-feu. C'est vrai. C'est vrai, mais la situation humanitaire s'est tellement dégradée et que tout maintenant, tous les éléments de ce qui se déroule dans la bande de Gaza depuis maintenant plus de 4 mois, les exactions aussi maintenant qui sont commises par l'armée israélienne, tout ça quand même finit par susciter une telle réprobation sur la scène internationale qui est bien plus forte qu'il y a 3 mois. Donc, je pense quand même que ce sera difficile pour Netanyahou de continuer. Mais le gros problème, c'est qu'il est quand même toujours tenu par cette majorité, par ces quelques représentants de l'extrême droite qui vont tout faire pour saboter, évidemment, la situation. Un mot sur ce qui se passe à la frontière nord d'Israël. Ça ne cesse de se réchauffer. On a vu que les frappes sont de plus en plus profondes au Liban et inversement plus profondes également en Israël. On en parle moins parce que forcément la situation à Gaza est telle qu'on se concentre un petit peu sur ça. Quelle est-elle aujourd'hui? Enfin, que doit-on craindre? Alors la situation est très préoccupante parce que même si tout le monde, tous les observateurs continuent à considérer que ni Israël ni le Liban ne veut d'une dégradation de la situation, l'avancée israélienne en territoire libanais avec ses attaques contre la Beka il y a quelques jours, tout ça montre qu'à chaque fois on monte d'un cran, même si le sentiment c'est qu'on fait en sorte pour l'instant que ça n'aille pas au-delà. Ce qu'on ne peut pas exclure, c'est que dans le cas d'une trêve, si Israël accepte la trêve à Gaza, il risque d'y avoir des pressions de la part de ces éléments les plus extrêmes dans son gouvernement pour, du coup, aller plus en avant à la frontière nord avec le Liban, avec l'idée qu'il faut aussi en finir avec le Hezbollah. Il n'y a pas simplement le Hamas, mais il y a aussi... Éteindre un peu un foyer pour en rallumer un autre. On ne peut pas l'exclure, même si le Hezbollah n'en veut pas, l'Iran n'en veut pas. Et donc, pour l'instant, l'Iran et le Hezbollah sont dans une position quand même très prudente, mais plus il y aura de morts côté libanais, et là il y en a eu quand même de plus en plus, eh bien il y a un moment où de toute façon le Hezbollah et l'Iran seront obligés de réagir, simplement pour la crédibilité vis-à-vis des leurs.